Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'être présent. Voilà, on va vous présenter un petit peu le cadre d'un gros travail qui a été fait, qui est basé sur le travail technique qui était fait l'année dernière par le groupe de travail national, sur le frelon, qui était fait sur la partie apicole et qui a été retravaillé avec, tout le réseau Fredon, heu, pour pouvoir arriver à un plan commun. La raison pour laquelle ce plan, il est très important, c'est qu'en fait, il y a des si on fait rien, en fait, au niveau du frelon asiatique, je pense qu'il y aura beaucoup d'apiculteurs qui vont disparaître et ça, j'en suis convaincu. Cette année, il y a plein de régions où il y a énormément de problèmes Ah non, elle a et là, levé moi, là-haut. je parle de la profession et il faut absolument mettre quelque chose en place et il faut mettre quelque chose en place qui est coordonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'actions qui sont faites et en aucun cas ce programme et ce plan ne veut arrêter tout ce qui est les initiatives locales qui sont faites à différents endroits, différents départements et même très locales en France. Au contraire, l'objectif, il est de s'appuyer là-dessus pour tendre vers quelque chose qui est, un plan idéal et pour coordonner toutes ces actions. C'est-à-dire qu'essayer de tirer la couverture à soi, c'est pas le bon plan et il faut travailler ensemble et tout ce plan va être là-dessus. Donc il va être, vraiment organisé en 2 parties, le plan. Il y a une partie technique qui va expliquer, tous les moyens techniques qu'on a pour la lutte et les moyens idéaux, ceux vers lesquels il faut tendre au maximum et il y a une partie organisationnelle parce qu'aujourd'hui, en France, la lutte contre le frelon, elle est un peu désorganisée, ce qui fait que les messages sont contradictoires à plein d'endroits et les pouvoirs, politiques, en fait, ne savent plus à quel sein se vouer, entre les différents messages. Donc il est important qu'en suivant ce plan, on ait quelque chose de coordonné au niveau de tous les acteurs et surtout qu'on n'arrête pas les initiatives locales, mais qu'on les coordonne avec les autres initiatives. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus là pour l'instant, on va dérouler, on répondra à quelques questions après. Je pense que, si Thierry veut dire un petit mot aussi. C'est un bon travail qui a été fait en commun entre les 2 réseaux OVS et c'est aussi l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que aujourd'hui, on n'a que les OVS qui sont présentes. Ce sont les acteurs qui vont déployer ce plan. Et derrière, donc il y a 2 OVS, OVS végétal, OVS animal. On doit travailler de concert, travailler en coordination sur le terrain, sur tout le territoire. Donc voilà, je laisse, la parole à Thierry. Oui, merci Gwenaël. Bonjour à tous. Mais je vais que redire ce que tu as dit. C'est vrai qu'il faut déjà saluer un gros travail qui a été fait par les gens du GDS, que ce soit les salariés, les administrateurs. Ensuite, nous y avons été associés et comme tu le disais, on relie bien tous les enjeux des OVS au travers, tu viens de le dire, la protection des ruchers et des apiculteurs, des professionnels. Et je suis arboriculteur, donc indirectement, ça m'intéresse beaucoup. J'ai un apiculteur qui a ses ruches dans mes vergers en permanence. Donc ça, c'est le premier plan. Et puis ensuite, la protection de la santé humaine, la santé publique, et puis la biodiversité. Ce projet-là qui va être présenté rassemble ces trois objectifs-là et sur lesquels on veut, comme tu l'as dit, baser une lutte efficace. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on voyait au travers des réseaux sociaux et un peu partout, j'ai rencontré un maire encore ce matin pour d'autres sujets, mais on a parlé frelons, il était prêt à acheter des pièges, à faire un peu n'importe quoi. Alors surtout ce plan-là, comme tu l'as dit, il faut vraiment pas casser ce dynamisme qui existe sur un sujet comme le frelon asiatique. Et ce projet-là a comme but de continuer à encourager cette volonté de lutter contre ce ravageur, mais de le faire dans des conditions correctes, avec du matériel correct, des périodes correctes, en connaissance de cause. Donc c'est vraiment un projet qui peut rassembler pour bien faire, et un projet, comme j'ai vu tout au long de la rédaction de ce projet et la construction, avec toutes les assemblages, les apports des expériences de chacun, c'est quelque chose qui, là, il y a une présentation à date, mais qui est appelé, comme tout projet qui travaille sur le vivant, à être évolutif au fur et à mesure des connaissances, de l'expérimentation, de l'expérience, etc. Hein, donc c'est un cadre, c'est des présentations de réflexion, etc. à date, mais évidemment, ça sera appelé à évoluer. Mais en tous les cas, il faut saluer
ce travail qui a été fait par l'ensemble des personnes, salariés, administrateurs. C'est vraiment un beau sujet. Bonjour à tous, Sophie Memto. Donc, je vais vous faire une présentation du cadre général dans le cadre de l'AFSE. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Avant tout, ça a été indiqué précédemment, mais pour visualiser les choses, se rendre compte à quel point en fait le frelon asiatique est une problématique qui est inéluctable aujourd'hui. Son expansion est importante. Et on sait très bien que le territoire va être complètement concerné assez rapidement. Et aujourd'hui, en fait, avec les actions de destruction de nids qui sont fréquemment mises en œuvre, on a un pourcentage de nids détruits, mais qui est insuffisant en fait à maîtriser le problème. Globalement, si on voulait vraiment diminuer la densité de frelons de manière significative sur la durée, il faudrait que plus de 95% des nids soient détruits. Donc, c'est des données qui ont été présentées par Quentin Rome au congrès de la FNOSAD cette année. Et clairement, il faut savoir vivre avec ce frelon. Et l'objectif, c'est bien de limiter les conséquences du frelon asiatique. Alors, sous plusieurs angles, il y a le problème sanitaire pour les apiculteurs, qui est un problème majeur en termes de pertes économiques, et indirectement aussi pour les aspects végétaux. Ça a été rappelé par Thierry Paul tout à l'heure. Les abeilles sont des éléments importants pour la pollinisation, donc ça a forcément un impact aussi de ce point de vue-là. C'est un élément de protection de la biodiversité, les enjeux, puisque le frelon asiatique est un prédateur pour les autres insectes, en plus de l'abeille. Et la protection des populations, puisque c'est aussi un risque en termes par rapport aux personnes. Donc, on a face à nous ces différents enjeux, en sachant que le frelon sera dorénavant toujours présent. Donc, il faut savoir le maîtriser et savoir vivre avec. Alors, en 2022, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, il y a eu un plan national de lutte qui a été élaboré et diffusé. Ce plan, il a été conçu dans le cadre d'un groupe de travail copiloté par la FNOSAD et GDS France, auquel ont participé ADA France, le groupe national des techniciens sanitaires apicoles, l'ITSAP, Interapi, la plateforme d'épidémiosurveillance, la SNGTV. Et ce plan, qui reposait à la fois sur des actions de piégeage et de destruction, avait été diffusé courant 2022. On va faire aussi un petit rappel réglementaire, c'est pour reposer le cadre. Le frelon asiatique figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes, préoccupantes pour l'Union européenne, et est inscrit dans l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques sur le territoire métropolitain. Donc, par rapport à cette problématique-là, en fait, le frelon asiatique, quand on a posé tous ces éléments, c'est une problématique qui concerne à la fois le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture par rapport à la problématique de l'apiculture. Et donc, ces deux ministères sont donc préoccupés par les enjeux dont on vient de parler. Et il y a tout à fait intérêt à trouver un plan national de lutte qui soit commun et qui puisse répondre à l'ensemble de ces problématiques et qui satisfasse à la fois le ministère de la Transition écologique et à la fois le ministère de l'Agriculture, et que ce programme national soit reconnu par les deux ministères. Donc, dans ce cadre-là, il paraissait pertinent d'avoir un plan national de lutte qui soit porté par les deux OVS, OVS animal, OVS végétal, et qu'on recherche cette reconnaissance de plan de lutte, potentiellement à terme dans le cadre d'un programme sanitaire d'intérêt collectif, et que ce programme soit porté et partagé donc, par les deux OVS au sein de l'AFSE. Alors l'AFSE, qu'est-ce que c'est ? L'AFSE, c'est l'Association française sanitaire et environnementale. Et les deux membres fondateurs de cette association, c'est GDS France et Fredon France.
qui, en 2014, ont souhaité s'inscrire en fait au travers de l'AFSE dans la gouvernance sanitaire suite aux États généraux du sanitaire en tant que représentants des OVS d'un côté végétal et de l'autre animal, avec une préoccupation majeure qui était en l'occurrence et qui est toujours la crainte d'avoir des politiques sanitaires régionales qui soient distinctes et pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres, et donc la recherche de cohérence et d'harmonisation dans le cadre des mesures et des plans collectifs mis en œuvre. Donc en fait, tout à fait logiquement, du fait d'un programme porté à la fois par l'OVS animal et végétal, l'AFSE paraissait en fait le cadre tout à fait privilégié pour porter ce programme, ce plan national de lutte frelon asiatique. Et c'est à ce titre-là donc que aujourd'hui je vous présente ce programme. Alors le volet technique, je vais simplement l'introduire parce que je suis pas moi-même experte en la matière. Je passerai la parole aux personnes qui le sont sur chacun des domaines. Ces mesures déployées en fait. Et le plan que je vais vous présenter, oui, quand même pour préciser, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un plan qui avait été élaboré en 2022. Clairement, ce que je vais vous présenter et ce qui sera présenté par la suite s'appuie très largement sur ces premières propositions, avec quelques ajustements liés à des informations qu'on a eues plus récemment, auxquelles je vais venir maintenant. Donc, les outils qui sont utilisés dans le cadre de ce plan sont des outils complémentaires entre eux, qui sont bien reconnus et qui étaient déjà intégrés dans le plan précédent. Donc la destruction des nids, le piégeage de printemps et les outils de réduction du stress des colonies. La destruction des nids a une vocation davantage ciblée sur la protection des populations et l'ensemble des mesures concerne également la protection des ruchers. Donc la protection des populations, c'est vrai qu'on est plus sur la destruction des nids, mais la protection des ruchers, clairement, les trois modes d'action sont complémentaires les uns entre les autres. Alors, c'est des actions qui se déroulent au fil du temps, qui tiennent compte du cycle du frelon asiatique, avec le piégeage de printemps qui, par définition, se passe au printemps. Les actions de réduction du stress des colonies plutôt à l'automne, et la détection et la destruction des nids sur toute la période du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Mais on y reviendra plus tard. Alors, l'évolution par rapport à la version précédente, c'est en fait lié à des informations communiquées par Quentin Rome en fin 2023. Il avait communiqué, en l'occurrence, à l'occasion du congrès de la FNOSAD. Et ce qui est retenu dans le cadre du plan, c'est qu'en fait, nos différents outils, et notamment le piégeage et la destruction, on va les utiliser de manière différente selon la densité de frelons asiatiques. Le principe étant que plus la densité est forte, plus le piégeage prendra d'importance, et moins la densité est forte, et plus la destruction des nids a d'importance. Et que quand on est dans une zone à forte densité de frelons, on va appuyer fortement sur les mesures piégeage de printemps et réduction du stress des colonies, et pour la destruction, on priorisera la destruction des nids. En particulier, on va privilégier les nids qui présentent un danger pour le public ou qui sont à proximité des ruchers. Quand on parle d'évaluation de la densité de frelons, alors le but c'est d'avoir des données les plus objectives possibles. On verra que dans le cadre du plan, il est prévu un certain nombre de remontées d'informations qui serviront à évaluer l'efficacité du plan et également la densité de frelons. Mais clairement, les modalités d'évaluation de la pression de prédation proposée s'appuient sur le nombre de frelons asiatiques devant les ruches. Donc ça fait partie des remontées d'informations qu'il faudra de la part des apiculteurs pour évaluer les choses. Parce que ça donne un indicateur en fait, de prédation et donc de densité de frelons.
Je vais laisser la parole maintenant à nos experts et pour commencer sur le piégeage de printemps, je donne la parole à Jean-Luc Dénécher. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va donc parler du piégeage de printemps. Maintenant, je pense que personne ne peut contredire que le piégeage de printemps maintenant est important et donc vraiment souhaitable. Donc par contre, il y a des critères quand même, disons, concernant ce piégeage de printemps. Donc on a déjà une période bien précise qui est donc valable pour, disons, un certain secteur au niveau géographique. Bien sûr, entre le sud et le nord de la France, il pourra être évolutif. Et en fait, justement, la solution entre le nord et la France, eh bien, c'est plus de voir au niveau de la végétation, puisqu'on va retrouver plus les frelons, donc les fondatrices de printemps sur les fleurs. Et donc, en fonction donc, des fleurs de printemps qui fleurissent, eh bien, il faut donc commencer à mettre, disons, les pièges en place. Et donc, pour être efficace vraiment, disons, sur la partie piégeage, ce n'est pas la première année qu'on va mesurer l'efficacité d'un piégeage. Il faut attendre un certain nombre d'années, voire 4 ans. Donc, c'est un petit peu par rapport à l'expérience que l'on a, nous, sur le Maine-et-Loire, depuis à peu près 6 ans de piégeage de printemps. La diapo suivante. Alors donc effectivement, donc le piégeage n'est pas fait pour piéger donc tous les insectes non cibles, hein. Effectivement, en fait, on a donc quand même des insectes à cette période-là, forcément de printemps, beaucoup d'insectes donc pollinisateurs et autres qui émergent. Donc fatalement, on va les avoir donc dans l'environnement donc du piégeage. Donc en fait, de toute façon, il n'y a pas de piège vraiment efficace à 100%, non plus sélectif à 100%. Et donc, en fait, il faut limiter l'impact du piégeage. Et limiter l'impact du piégeage, bon, c'est inutile d'aller mettre, donc on a vu tout à l'heure au niveau des pressions du frelon, il est inutile d'aller mettre des pièges dans des endroits où de toute façon il n'y a pas eu de prédation sur les ruches et il n'y a pas eu non plus de nids détruits dans le secteur. Donc après, il faut mesurer, disons, la mise en place donc, de ces pièges, parce qu'ils peuvent être, disons, problématiques au niveau environnemental. On le voit pour certains donc, micro-hyménoptères parasitoïdes hein, qui risquent d'être piégés si, justement, et donc on va passer à la page suivante qui va me perdre la diapo. Donc, si on n'utilise pas justement disons, des pièges qui sont donc quand même relativement sélectifs et qui ne permettent d'entrer que le frelon asiatique et d'éviter donc tous les autres donc, insectes. Alors forcément, on n'a pas fait une disons, sélection comme ça. On conseille surtout d'arriver à utiliser ces types de pièges-là, parce qu'on voit trop maintenant sur le terrain des pièges qui ne sont pas du tout, disons, sélectifs. On voit plein d'insectes non cibles donc, piégés. Donc l'objectif donc, de cette information donc, sur la partie piégeage, c'est plus d'orienter les gens vers ces types de pièges-là pour éviter d'avoir donc ces types de pièges qu'on voit, disons, un petit peu n'importe où, et d'aider un petit peu les décideurs et les gens qui vont donc mettre en place du piégeage, que ce soit donc les structures sanitaires ou autres, ou collectivités, de les orienter un petit peu sur, disons, ce qu'il faut choisir pour l'instant, sachant que pour l'instant, donc, on a ces types de pièges-là, mais ça peut évoluer, j'espère, où on aurait éventuellement des pièges encore plus sélectifs. Voilà. Donc, par contre, on veut éviter ces pièges bouteilles là qui posent des problèmes. On a vu, ça a été prouvé que c'est une catastrophe environnementale sur la partie donc, de ces pièges bouteilles et autres pièges trop petits aussi qui montent un petit peu en température trop vite. Et puis là, bon, ça tue les insectes non cibles qui ne peuvent même pas repartir. Donc il y a des contre-productions, enfin c'est contre-productif d'utiliser ces pièges-là pour l'environnement et même pour la partie apicole. Le suivant. Voilà, donc on s'est réservé aussi un petit peu de faire attention aussi, parce que ces pièges-là, ils peuvent être mis dans les mains donc un petit peu de n'importe qui. Parce qu'il y a des questions donc de mettre un petit peu du piégeage, un petit peu tout azimut, mais malgré tout, ces pièges-là, il ne faut pas non plus les mettre n'importe où. Et en fait, on a recherché plus la partie donc piège où disons l'appât
n'était pas, disons, directement dans la chambre de piégeage. Donc le piégeage la chambre, enfin la partie appât était indépendante, de façon à ce que le piégeur n'ait pas besoin d'ouvrir le piège où se trouvent éventuellement des frelons pour remettre de l'appât. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, avec différentes, disons, efficacités pour certains de ces pièges-là. Suivant. Donc voilà, dans les pièges, bon, on a donné plusieurs, disons, recettes, hein, si on peut dire, bon, qui sont expérimentées, un petit peu différentes en fonction des gens qui les utilisent, mais bon, on essaie donc plutôt d'avoir des appâts sucrés classiques assez efficaces. Donc c'est un tiers de sirop fruits rouges, donc ça peut être grenadine, cassis ou autre, de la bière pour, disons, avoir une petite fermentation, et surtout alors du vin rouge. Alors du vin rouge, pourquoi? Parce qu'il y a des tanins et ça permet, disons, de diffuser plus facilement donc l'odeur. Bon, je ne dis pas que, bon, on sait que les abeilles, donc effectivement, n'aiment pas les appâts alcoolisés. Par contre, les autres insectes, je ne sais pas, j'ai pas de notion là-dessus. Par contre, on nous a donc signalé donc la levure de boulanger qui pouvait être aussi efficace, et aussi du jus de pomme. Par contre, le renouvellement des appâts, il est important de les refaire assez fréquemment, entre 8 à 10 jours, parce qu'on a un problème d'évaporation, surtout s'il fait assez chaud donc, dans le piège. Et donc, ça peut être, disons, intéressant de réalimenter donc, ce piège pour qu'il redémarre donc, à attirer donc, les insectes. Mais par contre, si vous avez donc des frelons vivants dedans, en fait, avec les phéromones d'alerte, ils ont tendance un petit peu à attirer les autres donc, dans ce piège. Donc, si vous avez des frelons vivants, il faut les laisser donc, dans le piège pour le vider. Oui, c'est suivant. Voilà, donc on a vu tout à l'heure au niveau donc, des cibles un petit peu, disons, pour organiser le piégeage. Donc on a vu tout à l'heure les un peu infestés. Bon, voilà, on observe, on fait plutôt de la surveillance. Et puis après, donc, on a donc une surveillance rucher. Hein, donc éventuellement, on met un piège donc, dans un rucher. Si on n'a pas découvert de nid autour du rucher l'année d'avant, ben, on met quand même un piège donc, dans le rucher. Puis éventuellement, si l'apiculteur il a éventuellement des plantes à côté, c'est mon cas, eh ben, on met, disons, auprès des plantes. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup plus facilement près des plantes fleuries que dans le rucher en période de printemps. Par contre, au niveau des zones vraiment très infestées, bon, effectivement, moi je conseille déjà sur certaines collectivités qui utilisent déjà ces pièges-là d'avoir un maillage intéressant au niveau de cette commune pour augmenter la possibilité donc, de piéger donc, entre 4 et 10, mais seulement toujours près des zones donc, florifères et se référer par rapport à un impact, comme disait Quentin en homme, sur un rucher qui a été impacté ou sur des nids qui ont été découverts dans l'environnement. Voilà. Ensuite. Voilà, donc en fait, on a donc besoin pour savoir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on retrouve surtout dans les pièges. Donc, pour essayer de faire un bilan aussi de l'efficacité des pièges, c'est de nous remonter les informations donc, sur un fichier Excel, entre autres, qui permet donc de mettre, quand on fait la distribution, par exemple, donc d'enregistrer, disons, l'adresse du piège. Ensuite, la commune, forcément, le type de piège qui est utilisé. Alors, nous, on préconise que des NAS. Il n'y a pas donc de pièges bouteilles ou autres. Hein, ces pièges NAS systématiquement. Et puis après, bon, les types d'appâts qui sont utilisés, parce que ça peut nous intéresser si c'est plus efficace, d'autres appâts, pourquoi pas les utiliser. Les frelons asiatiques. Alors, bien sûr, on a rajouté l'orientaliste, parce que dans le sud de la France, ils ont l'orientaliste aussi maintenant. Les Européens aussi, parce que, bon, effectivement, il y a un environnement d'Européens autour donc, depuis très longtemps, donc Vespa Crabro. Et puis les autres insectes, justement, pour voir si on n'a pas de soucis donc, au niveau de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on essaie de limiter aussi la durée donc, du piégeage, parce qu'on sait bien qu'à partir donc, du mois de mai, dans certaines régions, c'est terminé. Après, on n'a plus que des petites ouvrières, donc les fondatrices, on ne les prendra pas. Et après, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à part pour l'apiculteur pour limiter la prédation sur ces ruches. Donc voilà donc un petit peu de ce qu'on a besoin, nous, si
Donc les organismes qui vont utiliser des pièges et qui vont distribuer des pièges, bon, on a besoin de toutes ces informations-là pour avancer. Et aussi, après, derrière, on verra que c'est intéressant de recroiser aussi les endroits où les nids ont été détruits, dans ces secteurs-là aussi, où il y avait des pièges, pour voir l'efficacité du piégeage. Voilà ce que j'avais pour l'instant. Merci Jean-Luc. On va enchaîner avec la destruction des nids. David Philippard de Fredon va nous faire la présentation de cette partie. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va partir un petit peu sur la destruction des nids. On va passer à la diapo suivante. Partant du principe que ça a été la destruction des nids a été le premier réflexe quand les frelons sont arrivés. Chaque nid vu, que ce soit un nid primaire ou un nid secondaire constaté, devait être un nid détruit. Partant de ce principe qu'on estime qu'à peu près, c'est les chiffres qui circulent, qui ont été donnés par le ministère naturel, c'est qu'à terme, un nid de frelons asiatiques de taille moyenne peut prélever jusqu'à 11 kg d'insectes. Et sur les 11 kg d'insectes, il peut y avoir une part des abeilles à peu près de 60% sur les saisons. Donc c'est vrai que la destruction des nids a été longtemps une priorité, est une priorité. On a deux contextes, le contexte des nids primaires et le contexte des nids secondaires. Et, il s'agit de mettre en place les meilleures pratiques, les plus vertueuses pour pouvoir à la fois être efficace et à la fois être le plus sélectif possible. On peut peut-être passer à la diapo d'après. Et donc voilà, bon, pour être le plus efficace possible, le but juste, c'est de partir comme ça a été fait dans l'énorme majorité des secteurs et des départements, sur des chartes de bonnes pratiques de destruction des nids, à destination donc des prestataires qui sont des entreprises ou des auto-entrepreneurs de destruction des nids de 3D en général, des désintégrisation, d'éradication et de désinfection. Et le but du jeu, c'est de donner le maximum d'éléments encadrant pour que n'importe quoi ne soit pas fait. Donc ces chartes-là, la charte nationale sera un exemple qui sera donné avec toutes les bonnes pratiques que l'on peut avoir, et en essayant donc de s'y référer au maximum, et avec certains points qui sont extrêmement importants, et notamment l'utilisation des pirates naturels. On ne peut pas avoir une vocation à préserver la biodiversité et en même temps traiter les nids de frelons asiatiques avec des pirates de synthèse. Voilà, donc il y a des choses de cohérence à mettre en place, qui sont principalement en général déjà mises en cohérence bien souvent au niveau local depuis des années. Alors, il s'agit là de le rappeler dans la charte nationale. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, si on parle de nids primaires, bon, on dit souvent que les nids sont abrités à moins de 5 mètres dans les hauteurs, moins de 5 mètres de hauteur dans les bâtiments d'hiver, dans les buissons. Ça, bien sûr, ce ne sont que les nids que constate. Ce sont les nids primaires, gros comme une clémentine. Je défie quiconque d'aller les trouver dans les tilleuls, dans les peupliers, dans n'importe quel autre arbre ou dans le fin fond d'un garage. On pense que les nids primaires sont des nids qui sont toujours à l'abri. C'est juste qu'ils sont tellement petits qu'on ne les voit qu'à ces endroits-là. Nonobstant, il faut bien garder l'objectif de dire chaque nid primaire doit être un nid détruit. Donc voilà, le but du jeu, c'est de les détruire. Alors, intervenir de nuit si possible, c'est la garantie que la fondatrice soit dans le nid. Mais à tout le moins, quand on intervient contre des nids primaires, il faut vraiment être sûr d'avoir ou traité ou capturé la fondatrice. Il faut détruire le nid primaire et sa fondatrice. Voilà. Donc le faire le soir, le faire le matin de bonne heure ou de nuit, c'est la garantie de pouvoir avoir cette fondatrice. Ou sinon, il faut juste être vigilant au moment de la destruction, qu'elle soit bien présente. On peut préconiser les méthodes de destruction mécanique, parce que ce sont des petits nids, des méthodes qui sont des petits nids qui sont souvent accessibles, c'est pour ça qu'on les voit, avec le maximum de protection, d'éloignement du public. Ce ne sont pas des nids très dangereux. On n'a pas des réflexes de défense du nid, et en tout cas, on n'a pas un nombre de frelons suffisant pour être aussi dangereux que les nids secondaires que l'on connaît bien, et pour lesquels il faut avoir du maximum de précautions. Donc la destruction mécanique est possible. La destruction par le froid aussi, pour les nids les plus petits, qui sont capturés avec des méthodes, avec des pots, avec des choses comme ça, et on met le nid au congélateur pendant 24 heures, ça permet d'éliminer les nymphes. C'est des choses relativement simples sur la destruction des nids primaires qui sont inaccessibles. Les choses changent un petit peu quand on parle de nids secondaires.
des nids secondaires, donc qui sont des nids nettement plus gros, hein, qu'on va voir apparaître à partir de la mi-juillet, on va dire, début juin, enfin début juillet, mi-juillet, selon les saisons, selon les années et selon la région de France. Et donc là, on préconise d'utiliser des perches télescopiques qui vont injecter les produits biocides, et là, on le dire tout de suite, et strictement des pyrètres naturels quand on utilise des biocides à l'intérieur du nid, en évitant tous les produits qui ne sont pas des pyrètres naturels et tous les produits qui vont être pulvérisés sur le nid. Le but du jeu, c'est de cibler au maximum le nid, l'intérieur du nid, pour avoir le moins de diffusion possible de produits biocides. Voilà. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une charte, on travaille avec des insectiseurs référencés qui ont le certibiocide, qui ont la bonne assurance, qui ont eu la bonne formation, quitte à mettre en place au niveau départemental ou au niveau local des formations spécifiques pour les intervenants. Alors, soit des formations sur leur métier, soit des formations à minimum sur la charte, sur quelles sont les bonnes pratiques que l'on demande aux gens qui vont intervenir. Voilà, donc ça c'est une obligation. Et après, on peut utiliser différentes méthodes. C'est vrai que la principale, c'est celle d'utilisation de biocides, et encore une fois de pyrètres naturels, c'est celles-ci qui vont être référencées. Les destructions mécaniques par enveloppement, par aspiration, là, qui sont utilisables sur les nids encore de faible taille, accessibles, en prenant le maximum de protection, c'est faisable. C'est faisable quand on a des petits nids, mais très souvent, on bascule assez rapidement sur l'utilisation de pyrètres naturels qui sont, encore une fois, injectés dans les nids. L'utilisation des pyrètres naturels aussi permet, au-delà du respect de la biodiversité, au moment de l'intervention, permet de ne pas décrocher les nids. C'est tout un sujet, hein, le décrochage des nids, mais une fois qu'on est intervenu avec une pyrètre de synthèse, avec la paramétrie par exemple, on a quand même l'obligation d'aller décrocher les nids pour pouvoir laisser des nids gorgés de produits avec 100 ou 200 grammes de produits à l'intérieur qui vont rester toute partie de l'automne et une partie de l'hiver dans les différents milieux, dans les arbres, dans les buissons et à gauche, à droite. Et c'est un problème. Et décrocher les nids, c'est pas simple pour ceux qui l'ont déjà fait. Hein. C'est pas juste un nid qui est pendu à un pédoncule et qu'on a juste à décrocher avec un petit coup de couteau à 10 mètres. C'est compliqué. On est obligé d'exploser le nid. Souvent, les nids, une fois qu'il tombe au sol, qu'il arrive au sol, il est vraiment dégradé. Vous avez une projection de ces insecticides de synthèse à ce moment-là. Et derrière, il faut éliminer ces produits, ces nids dans les déchets spéciaux. Donc, il y a toute une complexité liée à l'utilisation de pyrètres de synthèse, dont on s'affranchit quand on utilise des pyrètres naturels, je le dis comme ça, on s'en affranchit en disant, voilà, les pyrètres naturels vont se dégrader très rapidement avec la dégradation du nid. On a une rémanence qui est extrêmement courte, hein, on n'a pas plus d'efficacité que 3 ou 4 jours, hein, 5 jours maximum. Et le fait que l'on ait une rémanence très très courte, une efficacité très très courte, on peut se permettre de laisser les nids traités avec une pyrètre naturelle là où ils sont, et ça évite d'avoir à gérer et des projection d'insecticides et des déchets à outrance. Voilà. L'utilisation des paintballs, on très frileux à cette utilisation-là. On est parti pour l'interdire, sachant que de l'aveu même des gens que l'on a un certibiocide, moi je fais des formations de certibiocide plusieurs fois par an, et de l'aveu même de ceux qui s'en servent, on est à peu près quelque chose comme 10% des billes qui passent à côté des nids, surtout quand on est sur des nids en hauteur. Et après, la question se pose, c'est quid de ces billes d'insecticides qui traînent dans la nature, à gauche, à droite. Dans la nature, c'est un problème. En ville, c'est un double problème, voilà, de ces billes qui peuvent traîner à gauche, à droite. Et donc, comme il n'y a pas une réelle maîtrise totale de la diffusion de l'insecticide et qu'on peut se retrouver avec des petites choses qui peuvent être attirantes ou pour les animaux ou pour les enfants, on est parti en grande partie à interdire l'utilisation du paintball. Et de peut-être se le garder, nous on le fait localement, en Normandie on le fait localement, se le garder sous la main pour les nids avec des impasses techniques, des nids très hauts, qui est relativement complexe à enlever. Et à ce moment-là, dans ce cadre-là, l'utilisation de paintball peut être sous dérogation avec un accord particulier utilisable parce que ça répond à des impasses techniques particulières. Peut-être passer à la diapositive suivante. Alors juste pour finir sur la partie, excusez-moi, donc on va revenir en arrière un petit coup. Merci. Donc sur la notion de destruction des nids, de destruction différenciée, jusque-là, bien souvent, on était parti sur un principe de chaque nid vu est un nid détruit. Et
la logique qui nous est proposée par les muséums d'histoire naturelle de lutte différenciée, c'est de dire de toute façon, quand on est sur des zones de forte pression, alors qu'il y a tout le sujet de définir réellement ce que c'est qu'une zone à forte pression, mais quand on est en très forte pression, quelle est la part de nids réellement détruits par la lutte collective, même quand elle est super organisée. Est-ce que c'est 50%, 30%, 40%? C'est un petit peu compliqué à dire, mais de toute façon, il y a beaucoup de nids qui passent à côté et qui ne sont pas vus, qui sont vus trop tard et qui ne sont pas détruits. Et ce qui est proposé, c'est de dire, donc, dans ces zones de vraiment de très forte pression, l'idéal, ce serait de concentrer la destruction des nids secondaires sur les zones dans lesquelles il y a une proximité humaine, donc avec une logique de protection de la santé humaine. Donc, pour lesquels, voilà, on se met à la place du maire, il y a un nid à la cour de l'école, dans une rue, une avenue avec un alignement de tilleuls, voilà, chez un particulier. Voilà, ces nids-là seraient de toute façon à détruire parce que le contexte de salubrité publique et puis risque, il est à prendre en compte et personne ne laissera ces nids en place. Donc ça, c'est clair. Le contexte où le nid a un impact apicole, parce qu'à proximité, il y a des ruchers, encore faut-il savoir qu'il y a des ruchers, donc on est là en termes de déclaration, de cartographie, il y aura du travail à faire, mais voilà que ce nid-là peut avoir un impact sur les ruchers, donc il sera à détruire. Et après, quid du nid qui est perdu dans le fin fond de la Cambrouge, je le dis comme ça, crûment, qui n'a pas d'impact sanitaire sur les ruchers, qui n'a pas d'impact sur la santé publique. Est-ce qu'on est réellement, quand on est en zone de forte contamination, est-ce qu'on est réellement obligé de les détruire? Ou est-ce que là, il n'y a pas, entre guillemets, une double économie à faire, hein, parce qu'on voit le budget de destruction pour les collectivités, il devient énorme. Hein, dans les départements fortement colonisés, il est sur la destruction globale, il est entre un demi-million d'euros et 1 million d'euros. Hein, on est entre 500 000 et 800 000, 900 000 euros de destruction, en gros. Hein, si on prend les destructions nées aux alentours, c'est un petit peu moins, mais aux alentours d'une centaine d'euros. Donc, c'est tout cet argent-là et public et des particuliers, voilà, est-ce qu'il est bien utilisé quand on va détruire jusqu'au dernier nid que l'on constate? La question s'est posée, la question se pose et c'est peut-être légitime. Donc là, on ferait donc une destruction différenciée, principalement pour protéger la santé humaine, pour protéger l'apiculture, et s'il n'y a aucun de ces deux enjeux-là qui est concerné, se laisser la liberté de ne pas détruire les nids. Encore une fois, quand on est en zone de forte pression, quand on est en début de pression, quand il y a relativement peu de nids, il faut détruire tous les nids. Bien sûr, parce que un nid vu doit être un nid détruit sur le principal. Il faut pas déroger. Ce qui est proposé, c'est de dire, en forte pression, de toute façon, il y en a tellement qui passent à côté, autant se concentrer sur l'essentiel, et le reste, on ne le traiterait pas. Voilà un petit peu l'esprit de ce qui nous est proposé, de ce qui vous est proposé d'ailleurs hein, sur ce plan national, sur la différenciation, sur une gestion différenciée de la destruction des nids. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, David. On va donner la parole à Étienne Calais pour la partie réduction du stress des colonies. Oui, bonjour à tous. Donc vous avez vu, on a parlé du frelon qui n'était pas éradicable. Hein. On vient de voir à la fois le piégeage de printemps pour essayer de faire baisser de 50% la pression sur les ruchers, donc avoir beaucoup moins de nids à détruire. On a vu les coûts que ça représente. Et donc, pour nos apiculteurs, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir protéger les ruchers. Donc, il existe des systèmes qui sont développés déjà plusieurs années, les chercheurs, l'ITSAP s'est penché dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une solution simple à mettre en place. Hein. Il faut à la fois mettre des restrictions à l'entrée des ruches, mettre des muselières en place. Maintenant, on a des harpes électriques qui sont supérieures en efficacité aux pièges, mais on peut mettre aussi à la fois des harpes et des pièges. Donc, vous voyez que ça représente des coûts importants et les économies qu'on peut faire sur la destruction de certains nids, il faut les reporter là-dessus et il faut qu'au niveau des collectivités, au niveau des départements, on puisse financer ce genre de choses. Hein, le piégeage de printemps n'est pas le miracle annoncé par certains, hein, c'est pour essayer de faire baisser. Donc, on sait qu'il y aura toujours énormément de frelons. Donc, si on veut sauver nos ruches, hein, sans rien faire, hein, l'INRA annonce 30% de perte des colonies en France si on ne fait rien. Avec déjà le taux de 30% actuel, vous voyez un petit peu la catastrophe annoncée. Par contre, les gens, il y a des gens qui mettent ça en place depuis plusieurs années. Et donc là, on a une
efficacité qui est remarquable. Et donc, si on peut le faire, on a un problème encore actuellement, c'est avec les professionnels de l'apiculture, parce qu'il y a une certaine disposition à mettre pour les ruchers, etc. Donc, les gens qui peuvent transhumer temporairement, quand il y a plusieurs ruchers et qu'il y a une zone où il y a des ruchers où il n'y a pas de forte infestation, il ne faut pas hésiter à déplacer le rucher à cet endroit-là. Même chez des apiculteurs de loisirs, c'est pratiqué avec efficacité. Mais il y aura de moins en moins de zones où il n'y aura pas une pression importante. On le voit dans certains départements, malgré du piégeage de printemps, de la destruction des nids depuis plusieurs années, on est passé de 4000 à 8000 nids par département. Et donc, la protection des ruchers devient indispensable. On peut mettre la suivante, je crois. Alors, je ne vais pas, Sophie, oui, je vais pas détailler ceci. Il y aura des fiches complémentaires dans le plan pour essayer de montrer un petit peu les différents outils qui sont importants à faire. Actuellement, ici en hiver, on a des quantités d'associations qui créent des harpes électriques, par exemple. Il y a des ateliers qui se font et donc on arrive à faire des harpes pour 100 à 150 €. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que ce qui est acheté chez les vendeurs. Donc, ces harpes électriques, elles permettent de prendre 100 à 200 frelons même par jour. Donc, c'est nettement plus efficace que des pièges. Et en plus, c'est assez sélectif. Bon, on a aussi quand même des frelons Vespa crabreaux qui sont pris. Mais les crabreaux, dans certains ruchers, c'est mon cas personnellement, c'est 50% de la pression de prédation sur les ruchers. Donc, dans ces zones-là, en automne, attraper des Vespa crabreaux, ce n'est pas la même chose que de les prendre au printemps. Et au printemps, on sait quand on arrête au 15 mai, c'est le début de l'émergence des crapauds. Donc, ça permet quand même à cette espèce de continuer à vivre et donc de garder la biodiversité. Les muselières, il y en a de différents types. Celles qui fonctionnent très bien, ce sont les muselières à tube. Même maintenant, on peut mettre des petits grillages à l'intérieur du tube, ce qui permet aux abeilles de garder une certaine vitesse. Il y a une étude qui n'est pas encore parue là, mais qui montre que la vitesse de sortie et d'entrée des abeilles dans les tubes comme ça est intéressante pour se prémunir comme ça de l'attaque des frelons. Mais le nombre, de toute façon, les frelons continuent à prélever des abeilles, même avec toutes les mesures de protection. Simplement, on n'a plus ce stress. Et ce qui est remarquable avec les harpes électriques, c'est qu'en 8 jours, lorsqu'on a mis les harpes en place, en 8 jours, on n'a plus du tout d'abeilles en V sur la planche d'envol. Il n'y a plus de stress. Les abeilles, elles vont, elles viennent, même si on a encore un petit pourcentage de prélèvement d'abeilles. Et donc, ça, c'est un outil qui a été étudié en Espagne par des différentes équipes de chercheurs et qui a prouvé son efficacité. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette harpe, qui les critiquent, mais les gens qui l'ont utilisée, il y a des associations comme ABO 95 qui sont depuis 5 ans à travailler le sujet et qui ont d'excellents résultats. Les restrictions d'entrée, alors là aussi, les gens mettent soit des restrictions d'entrée des muselières sans rien mettre de plus, donc les gens disent qu'ils ont échoué. Et en fait, c'est parce qu'il faut mettre tous les éléments ensemble pour essayer d'avoir le maximum de chances et de préserver ces colonies. Donc, ça représente un peu de travail, ça n'est pas simple pour les pros, comme j'ai déjà dit, mais si on met en place des restrictions d'entrée, notamment au mois d'octobre, quand vous avez, après la disparition des récoltes sur le lierre, les frelons rentrent en masse. Ça, on a vu chez des pros parfois 50 à 100 frelons qui détruisent une ruche, qui font fuir les abeilles de la ruche, parce qu'ils rentrent en masse, parce qu'il n'y a aucune restriction d'entrée. Et donc, ces restrictions d'entrée évitent ces phénomènes de pillage de masse qui arrivent avec, et on ne l'a jamais au mois de septembre, ceci, c'est vraiment en fin de saison, parce qu'on parle toujours de besoins en protéines des frelons, mais c'est essentiellement les deux, les protéines et les glucides. Et quand ils vont chercher du miel dans les ruches, quand ils ont trouvé ça, ils ramènent toute la population et donc la ruche est vidée très rapidement. La suivante. Donc, un petit focus sur les harpes. Les harpes, c'est vrai que tous les gens qui les ont utilisées ont d'excellents résultats. Après, il y a différents types de harpes. Il y a une façon de les disposer devant les ruches perpendiculairement à la ligne de ruche.
de 1 harpe pour 4 à 5 ruches à 2 harpes pour 10 ruches et 3 harpes pour 20 ruches, par exemple. Mais si les ruches sont bien disposées en ligne, avec un grillage qui est mis 1 mètre devant les ruches, on appelle ça le couloir de la mort, les frelons vont être obligés de passer dedans. On peut même rajouter des petits plombs pour essayer de faire des leurres, comme si c'était des abeilles. Et donc, on a des quantités de frelons qui sont impressionnantes, qui vont dans le liquide. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, il y a parfois aussi des abeilles, donc il y a aussi des techniques pour éviter que les abeilles n'aillent boire et se noyer dans ces bacs. Et donc, là aussi, on a des tas de données avec des tutos qui sont très bien faits. Il y a donc AVO 95, mais maintenant ça a diffusé un peu partout. Et c'est une des méthodes les plus intéressantes. Ça n'empêche pas de mettre aussi des pièges en automne. En automne, tous les pièges fonctionnent. Il y a des gens qui se demandent pourquoi on n'a pas mis un certain nombre d'autres pièges au printemps. Non, le piégeage de printemps avec certains pièges est très décevant, et donc il faut essayer de mettre les bons pièges. En automne, donc, on peut piéger de août à fin novembre. Il y a vraiment les pièges qu'on a sélectionnés sont les pièges qui donnent les meilleurs résultats. Et on n'est pas obligé de mettre beaucoup de pièges. Dans les questions, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se demandaient la quantité de pièges. Même pour 25 à 30 ruches, un bon piège, souvent un piège avec une certaine dimension, lorsqu'on ne vide pas le piège trop souvent, il s'auto-entretient, et donc 1 à 2 pièges par rucher est suffisant. Donc, pour la zone méditerranéenne, il faudra penser à mettre des pièges qui ont une entrée qui permettent l'entrée de Vespa orientalis. Le piège bivital qu'on a mis là actuellement, il est question de restreindre la dimension des entrées. Les Allemands ne veulent pas qu'on piège le moindre frelon européen, et je pense qu'on risque d'avoir des ennuis. Les frelons vont beaucoup moins rentrer dedans si on réduit trop l'entrée. Par contre, ces pièges, dès que vous avez quelques frelons dedans, les autres espèces non cibles entrent très peu dans les pièges, ce qui fait qu'en termes de sélectivité, l'étude de l'INSAP le montre, on a quand même une sélectivité qui est supérieure aux autres pièges. Et pour les appâts, moi je pense que le renouvellement de l'appât tous les 7 à 10 jours est important, mais la présence permanente de frelons vivants dans ces pièges est le meilleur appât. Voilà, je ne sais pas si on a une dernière ensuite. Voilà, je vais vous laisser continuer, je vous remercie. On te sait attentif à la suite, Étienne, pas de souci. Donc, merci à nos experts de s'être exprimés en fait sur les 3 outils en fait qui sont à notre disposition. Piégeage, destruction et puis réduction du stress. Donc ces outils, on va les utiliser. Ce qui est important, c'est qu'ils sont intégrés dans un plan qui est dans une version donnée aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui sera, conceptuellement tout à fait évolutif. Et ça tiendra compte de l'avis de nos experts, de l'avis de nos publications, pour faire évoluer au mieux ce qui est proposé aujourd'hui. Donc ça, c'est les outils. Après, c'est la mise en œuvre de tout ça. Et c'est finalement une grosse deuxième partie de notre présentation, avec du coup à la manœuvre Gwenaëlle et puis Marie-Lou. Gwenaëlle, j'en profite peut-être pour d'en profiter pour que tu te représentes, parce que tout le monde n'était pas là quand tu as commencé à intervenir. Et puis Marie-Lou, tu feras également une présentation. Et puis après, vous menez à 2 voix, en fait, comment les choses peuvent être organisées à l'échelle locale, à l'échelle régionale, et puis les choses peuvent être combinées au niveau national. Donc, un petit mot, Gwenaëlle, et puis après… oui, donc, je suis en représenté. Donc, je suis Gwenaëlle Delamarche, je suis président de la section apicole de GDS France. Donc, voilà. Je suis apiculteur professionnel, autrement. Donc, on va parler… et Marie-Lou, peut-être Oui, il y avait juste un micro. Bonjour tout le monde, donc Marie-Lou Mottet, je suis référente nationale santé-environnement à Fredon France. Et donc, comme on le verra tout à l'heure, il y a un pilotage national qui est instauré lors de ce plan, et je suis une des 2 référentes de Fredon France, plutôt sur la partie coordination, et mon collègue donc David Philippard, plutôt sur la partie technique. Voilà, je repasse la parole à Gwenaëlle. Donc voilà, au niveau du pilotage, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on vous présente le plan national. Donc le plan national, c'est ce qui a été discuté au niveau national.
mais que la façon de déployer et de porter le plan au niveau du local, ça va être à vous de le faire, en fait. C'est-à-dire qu'au pilotage régional, il va y avoir les 2 OVS, puisque les OVS sont régionales, et ensuite, il va falloir déployer dans tous les départements, en fait, le plan. Alors le plan, comme vous avez vu, il y a une partie technique, donc il y aura des fiches techniques qui accompagneront ça, vous pourrez vous appuyer dessus. Mais surtout, alors, il y a une partie qui est non technique dans le plan, qui est la partie qu'on va présenter maintenant, qui est l'organisation. Et volontairement, en fait, l'organisation, elle n'est pas hyper détaillée. On ne va pas imposer un pilotage spécifique au niveau local, puisque en fait, il y a beaucoup d'initiatives, comme je disais en introduction, qui ont été prises dans plein, et il y a un historique qui est différent dans chaque département. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est casser la dynamique qui existe. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que la dynamique, elle soit coordonnée entre les différents acteurs. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir du coup un pilotage national, un comité de pilotage national, un pilotage régional au niveau des OVH qui va être copiloté par les 2 OVS qui sont régionales, et un pilotage départemental qui doit être fait dans chaque département avec un comité de pilotage dans le département qui sera beaucoup axé, alors en fonction des départements et en fonction des organisations, entre les GDSA en général et les FDG-DON. Donc, et encore, ça dépendra des organisations de chaque département. Qui pilote entre les deux, ou c'est un vrai comité, un copilotage, après, ça sera à chaque département de s'organiser. Et il y a beaucoup de choses dans les questions que vous risquez d'avoir après, où je vous dirais, c'est à décider en département. En fait, il y a un cadre national qui vous aide avec des fiches techniques. Après, le pilotage, c'est un pilotage qui va être sur le terrain. Donc là, on va reprendre les comités de pilotage, grosso modo, pour montrer comment nous, on l'a imaginé. Donc au niveau national, le comité de pilotage va se faire dans le cadre de l'AFSE, puisque c'est une organisation qui existe déjà. C'est une organisation qui regroupe GDS France et Fredon France, donc c'est assez simple parce que du coup, en fait, le copilotage, il est directement fait. Et il y a 2 référents, donc vous avez vu Marie-Lou, et il y aura Marie-Lou, il y aura Laurent pour la partie apicole, et il y a Sophie aussi au niveau de l'AFSE pour la partie GDS France. Donc là, pour nous, en fait, au niveau national, le comité de pilotage, finalement, il va se faire dans le cadre de l'AFSE. L'objectif de ce comité de pilotage, ça va être de piloter le plan. Ça va être de coordonner les OVS, c'est-à-dire que de faire redescendre à travers les sections, que ce soit dans le réseau OVS végétal ou OVS animal, de faire redescendre les informations pour coordonner les OVS, de faire évoluer le plan sur la base d'un groupe de travail. Donc, le groupe de travail technique continuera à agir en copilotage entre la FNOSAD et GDS France et avec les autres acteurs de la filière apicole, mais aussi des interventions de membres de la Fredon qui permettront de faire évoluer les aspects techniques du plan, parce que bien évidemment, en fait, le plan qui vous est communiqué sont avec les connaissances techniques actuelles, mais ces connaissances, j'espère qu'elles vont bien évoluer pour qu'on devienne de plus en plus efficaces. Donc, le plan va évoluer. Il va y avoir des outils pour la formation, pour la communication, et il va y avoir des formations qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est au niveau national. Donc, juste peut-être pour compléter sur l'évolution du plan, dans notre comité de pilotage national, on a déjà invité, donc Sophie l'a introduit en introduction, Quentin Rome, qui est un expert donc hyménoptère au MNHN, et notamment on s'appuie sur ces données à lui pour faire évoluer éventuellement le plan, et notamment sur le piégeage. Et également, on pensait inviter une fois par an donc la DGAL et la DEB, donc du ministère Agriculture et Ministère Transition écologique, pour les informer de ce qu'on met en place et avoir leur aval. Tout à fait, c'est important en fait. C'est ça aussi qui fait le lien avec les ministères au niveau national. C'est le comité de pilotage qui va être reconnu comme le pilote de ce plan au niveau national. Et comme en fait, il est souhaitable qu'au niveau régional, ce soit les OVS qui soient reconnus comme les pilotes du plan au niveau des OVS et au niveau du coup des conseils régionaux et du coup potentiellement de financements régionaux. Et au niveau local, au niveau des départements, le comité de pilotage départemental qui soit reconnu par les départements et par les maires et par les collectivités locales comme les interlocuteurs privilégiés de la lutte contre le frelon asiatique. Et c'est là que c'est important au niveau d'asseoir l'organisation, c'est que la lutte contre le frelon asiatique au niveau national, elle soit vraiment prise en charge par ces 2 réseaux. Parce que comme vous avez pu le voir,
Alors là, je vais être assez direct sur le sujet. Il y a plein de réseaux qui cherchent à s'approprier la lutte contre le frelon asiatique. Il y a beaucoup d'argent qui peuvent partir sur des réseaux qui ne sont pas coordonnés dans le cadre de ce plan de lutte. Il est important qu'en fait, ce soit les OVS qui sont les responsables quand même de la lutte sanitaire de façon générale, qui reprennent la main sur le pilotage de la lutte contre le frelon asiatique. Du coup, on peut passer au comité de pilotage régional. Le comité de pilotage régional, comme je disais, ça réunit les deux OVS, les référents départementaux et les acteurs locaux. Donc là, c'est à la discrétion aussi des deux OVS de se mettre d'accord sur qui doivent être dans le comité de pilotage régional en fonction des interlocuteurs et des organisations qu'il y a dans chacune des régions. Et il y aura 2 référents régionaux. Évidemment, il y en a un qui fait partie de l'OVS végétal et un de l'OVS animal. L'objectif de ce comité de pilotage est de recenser les difficultés auprès des référents départementaux, de réaliser le bilan annuel de la région, établir le plan de lutte pour l'année suivante en lien avec les comités de pilotage et les référents départementaux. C'est plus facile de piloter ça au niveau régional que de piloter ça au niveau national, et de communiquer auprès des acteurs régionaux. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous devez devenir l'interlocuteur de la région sur le plan de lutte contre le frelon asiatique. Voilà. Donc là, c'est le rôle des OVS. Donc je pense que toutes les personnes qui sont autour, enfin qui participent, une grande partie des personnes qui participent, font partie soit des sections apicoles des OVS animales ou végétales. Et du coup, il faut s'approprier ce plan pour le déployer sur vos régions. Voilà. Ensuite, comité de pilotage. Bon, Marie-Lou, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon pour moi, merci. Alors, sur le comité de pilotage niveau départemental, au niveau départemental, du coup, ça va réunir les GDS ou GDSA, les sections apicoles des GDS ou GDSA. Ça va réunir les FDG et les autres acteurs locaux. Et là encore, avec 2 référents, là encore, il faut, au niveau du département, définir qui sont les vrais interlocuteurs. Alors, on peut, parce qu'il existe déjà dans certains départements, il existe des comités de pilotage départementaux qui fonctionnent très bien. Et dedans, il y a plus d'interlocuteurs que ceux qui sont listés là. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste obligatoire. Par contre, il faut les 2 référents. Pour qu'un comité de pilotage soit reconnu et fonctionne bien, à mon avis, il vaut mieux avoir toutes les personnes qui agissent sur le sujet dans le comité de pilotage. Parce que ça permettra d'abord d'embarquer tout le monde dans le plan de lutte, et ça permettra d'avoir une communication coordonnée et unique vis-à-vis de l'extérieur. Un gros souci sur le frelon asiatique actuellement, c'est que tout le monde communique sur le frelon asiatique avec des communications qui ne sont pas cadrées. Et en fait, les gens qui ont l'argent et qui veulent faire une lutte, mettre de l'argent pour faire une lutte, ne savent plus vraiment à qui ils doivent donner l'argent. Et ils ne savent plus quoi faire d'ailleurs. Donc, le rôle du comité de pilotage, c'est d'informer et de former au niveau local, donc informer au niveau des mairies, au niveau des communautés de communes, de former les gens, que ce soit les piégeurs, que ce soit les désinsectiseurs, de coordonner et de mettre en œuvre le plan de lutte. Donc, vous avez vu tout le plan de lutte. Recenser les désinsectiseurs référencés pour détruire les nids de frelons sur le département dans le cadre du plan de lutte contre le frelon. Animer les réseaux de piégeurs et des insectiseurs, coordonner les actions de mise en œuvre avec les collectivités locales et réaliser le bilan annuel du plan de lutte. Donc, dans le bilan annuel, il y aura les remontées des piégeages et les remontées des destructions. Et c'est important parce que c'est les données demain qui vont servir aussi à faire remonter et à faire évoluer le plan. Et qui servent aussi à faire évoluer les actions sur le terrain. C'est-à-dire qu'une zone où il y a eu beaucoup de nids à détruire, du coup, c'est une zone où il va falloir axer sur le piégeage l'année suivante. Donc voilà. Donc ça fait évoluer aussi la coordination sur le terrain. Et donc ces comités de pilotage sont à créer dans tous les départements. Donc alors après, il y a 2 référents au niveau du département qu'il va falloir identifier qui vont piloter ce comité de pilotage. Voilà. Marie-Lou, non? C'est bon. C'est bon pour moi. Peut-être qu'on peut regarder la diapo d'après, qui est une diapo un peu synthèse de ce qui vient d'être dit. Donc, on a effectivement ce comité de pilotage national avec les 2 OVS qui sont représentés, avec des personnes qui sont donc bien identifiées et qui seront les interlocuteurs à privilégier.
Donc, on les a rappelés tout à l'heure, qui sera responsable de faire évoluer le plan de lutte en fonction des dernières données scientifiques qu'on pourrait avoir, qui sera aussi chargé de réaliser des outils de communication et puis des formations, et également de faire le bilan annuel, et notamment faire remonter certaines difficultés qui pourraient revenir du local. Ce comité de pilotage national sera aussi, donc, comme on l'a dit, en interaction avec les ministères et pourra faire remonter certaines données, donc à voir comment on s'organise. On va y revenir par la suite après pour faire cette remontée de données. Mais notamment, le ministère de l'Environnement, donc, comme vous le savez, le frelon asiatique à pattes jaunes est classé comme espèce exotique envahissante. Et en tant que tel, le règlement européen demande à ce qu'il y ait certaines remontées d'informations des différents pays membres qui soient faites sur ces espèces-là. Donc, ça pourra participer dans cette dynamique-là à faire remonter des informations au niveau européen. Ensuite, on a donc les comités de pilotage régionaux avec les 2 OVS, pareil, qui sont représentés, qui d'eux-mêmes feront les bilans annuels de ce qui se passe sur le département et puis feront également remonter les difficultés, mettront en place les plans de lutte, et puis au niveau départemental, voilà, les comités de pilotage départementaux qui seront plutôt chargés du piégeage, de la destruction, et de la communication et de la formation. Voilà, je ne sais pas si Gwenaëlle, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bon, c'est bon. Non, C'est bon, ok. c'est bon. En fait, juste un petit mot, hein, tout Oui. est dit et bien dit. Simplement, donc, au niveau du comité de pilotage national, donc vous voyez, on sera enrichi des données locales, hein, et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut que les éléments nous arrivent. Hein, et ça, on compte effectivement sur une dynamique locale, soit régionale et départementale, hein, pour que nous, on puisse être bons. Et on a surtout aussi l'existence d'un groupe technique, hein, un groupe technique donc, qui est constitué, hein, qui a fonctionné depuis 3 ans, qui est aujourd'hui fortifié par la présence de l'OVS animal et OVS végétal. Hein, et c'est en fait ce comité de pilotage national tiendra compte des remontées, tiendra compte du partage du groupe technique. Et vous voyez, on a donc les filières, hein, qui sont bien représentées, on a nos experts qui sont bien représentés dans le groupe technique-là. Et fait que tout ça fait que globalement, on a, je pense, une relative ambition de réussir. Hein, ça, c'est important. Et puis, donc, on réussira si chacun à son échelle fonctionne. Et puis après, donc, ce qu'on ne voit pas là, effectivement, qui figure, c'est tous les contacts qu'on peut avoir avec les différents ministères. Hein, mais c'est effectivement une strate d'action qui est également très importante. Hein, voilà sur cet élément. Je n'ai pas d'autres points à ajouter. Ok. Du coup, on va laisser redonner la parole à Jean-Luc Dénéchère qui peut partager son expérience en termes d'exemple de fonctionnement au niveau départemental. Oui, donc effectivement, on est parti, nous, depuis quelques années sur ce fonctionnement au niveau du département du Maine-et-Loire avec justement des pièges qui sont distribués aux piégeurs, mais des pièges qui sont déjà testés depuis plusieurs années par leur sélectivité, justement, par rapport aux remontées d'informations qu'on a régulièrement, année après année. Donc, en fait, ça nous permet, disons, d'orienter maintenant les collectivités qui ont l'intention donc de mettre en place du piégeage, déjà d'avoir la possibilité de distribuer à des particuliers. Et ces particuliers, alors au départ, forcément, il y a toujours les apiculteurs depuis très longtemps, depuis que le frelon est arrivé autour de leur ruche, qui ont donc du piégeage. Et en fait, l'intérêt, c'est que les apiculteurs, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des questions à ce sujet, les apiculteurs, ils remontent les informations directement sur la partie référent piégeage donc, du département. Donc, on a vu du comité de pilotage tout à l'heure, donc des deux OVS. Donc, moi, c'est important, tout à l'heure, j'ai parlé justement du piégeage et l'objectif à terme, c'est que, en fait, tous les pièges qui sont vendus de droite et de gauche, enfin, et j'espère le plus sélectif possible, donc des NAS, à terme, c'est pour essayer d'orienter vers ces pièges-là, c'est de plus voir des pièges qui sont vendus à n'importe qui et que ce n'importe qui l'utilise n'importe comment et ne remonte pas les informations de ce qu'il a piégé. Donc moi, je pense que cette disons, mise en place de pièges au printemps, c'est l'intérêt, justement, c'est que chaque possesseur de pièges, que ce soit, disons, des apiculteurs, des particuliers
ou d'autres personnes comme ça remontent l'information au niveau du comité de pilotage départemental. Donc nous, on a mis en place, donc forcément par l'intermédiaire des collectivités, des distributions de pièges qui remontent à la collectivité, et ensuite la collectivité remonte directement au GDS. Disons, à l'époque, c'était GDS parce qu'on n'avait pas encore la FDG. Donc maintenant, ça y est, ça y est, c'est fait chez nous. On a un comité de pilotage donc, départemental avec la FDG chez nous. Et donc, en fait, ben voilà. Donc, c'est important, ça, de toute façon, que, en fait, il n'y ait pas des pièges qui soient dans la nature et qui piègent sans que ça nous soit remonté. Pour moi, c'est impératif. Donc, après, ça peut être un syndicat, par exemple, apicole, qui va donc forcément mettre à disposition des pièges parce qu'il a des contacts avec des collectivités, disons, privilégiées. Et bah, à ce moment-là, c'est donc automatiquement, le syndicat va remonter au comité de pilotage et ainsi de suite. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi je dis que chaque piégeur doit obligatoirement être encadré par une structure pour que les piégeages soient remontés systématiquement au comité de pilotage départemental, de la base vers le comité de pilotage départemental. Voilà. C'est bon Jean-Luc, est-ce que par rapport à là où les données remontent en pratique, comment ça se passe? C'est sous quelle forme? C'est un fichier partagé, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure le fichier Excel là, avec donc tous les piégeages. Et nous, en fait, au niveau du maillage du département, on a donc forcément beaucoup d'apiculteurs qui sont en lien avec les collectivités, forcément, qui appuient les collectivités. On voit bien que dès qu'on a un apiculteur un petit peu intéressé dans sa commune sur la partie piégeage, bon, ça fonctionne et c'est pérenne surtout. Et donc, en fait, disons, ces remontées-là, systématiquement, elles sont sous forme donc, de fichiers Excel qui sont remontés après pour nous, pour l'instant, en attendant une plateforme, donc en Google Drive, et qui nous permettent d'avoir, disons, un bilan, disons, de piégeage qu'on fait aussi depuis longtemps, aussi depuis 2016 au niveau destruction, la même chose, qui nous permet, donc, si on avance des efficacités de piégeage, c'est parce qu'en fait, depuis plusieurs années, on maîtrise à la fois disons, la partie donc, de remontée de piégeage et la partie aussi de destruction. Ce qui permet après, au niveau des collectivités aussi, de mettre en place donc, du piégeage plutôt accentué sur les nids qui ont été détruits tardivement l'année d'avant. Et donc, voilà les remontées d'informations. Pour l'instant, moi, j'attends depuis très longtemps d'avoir enfin, disons, une plateforme, disons, nationale qui nous permettrait de soulager un peu toutes les personnes qui gèrent ça, parce que pour l'instant, c'est du bénévolat. Donc voilà, à terme, moi j'espère qu'on va aller vers une plateforme après qui va nous permettre de simplifier les choses pour les gestionnaires justement donc, du piégeage et de la destruction. Ok, merci Jean-Luc. Pour faire le lien avec ces remontées d'informations, en fait, il est prévu d'avoir dans le cadre du suivi du programme, d'avoir des indicateurs de suivi. Et donc là-dessus, voilà, il y a des premiers indicateurs qui ont été définis, qui seront aussi évolutifs en fonction des besoins qui seront ressentis pour la suite. Donc l'idée, c'est que pour chaque département, on puisse avoir un bilan global du nombre d'apiculteurs, de colonies, de nombre de nids de frelons détruits et du nombre de pièges de printemps installés, si on peut avoir l'information la plus précise possible, et la nature des pièges installés pour faire un état des lieux en fait sur les mesures mises en œuvre et leur importance relative les unes par rapport aux autres, et leur voilà, le nombre réalisé. Et puis, auprès d'apiculteurs volontaires qui pourront donner des informations plus précises, propres à leur colonie, le nombre de colonies qui leur appartient, le nombre de colonies détruites, là c'est pour avoir une idée un peu de l'impact et du coup de voir l'évolution aussi dans le temps et l'efficacité des mesures, parce qu'un des objectifs c'est quand même de réduire le nombre de colonies détruites. Donc le nombre de colonies détruites, le niveau de pression de prédation, puisqu'on a vu que ça pouvait être c'était un élément à prendre en compte dans la réflexion sur les mesures à déployer, et les mesures mises en œuvre. Donc savoir si dans l'apiculteur a mis en place du piégeage, de la destruction, etc. Et s'il y a du piégeage, d'avoir des données qui sont telles que évoquées par Jean-Luc.
pour avoir une idée des mesures déployées et de leur efficacité derrière par rapport à la destruction des colonies. Voilà, donc ça c'est très rapidement, simplement pour bien avoir en tête que l'objectif c'est de suivre les choses, de voir dans quelle mesure les différentes techniques sont mises en place et l'effet qu'on obtient avec ces mesures. Donc je vais laisser la parole à Laurent et Marie-Lou pour la partie du déploiement. Donc j'y vais, Marie-Lou, je commence? Et tu complètes? C'est parti. Ouais, ok. Donc, sur la partie déploiement, donc du coup, nous sommes le 16 février aujourd'hui, donc on a le plaisir d'être sur ce webinaire. C'est un premier message. Les éléments de ce message donc seront à disposition de chacun concernant GDS France, donc sur le site GDS France, les éléments du webinaire et puis un certain nombre de documents. Qui permettront de structurer l'action au niveau local. Donc ça, c'est important. Et dès à présent, donc, nous sommes en train d'organiser, comme annoncé en fait aujourd'hui, des webinaires régionaux. Donc aujourd'hui, on ciblait effectivement les acteurs OVS opérationnels, et après, charge à chaque région, dans une déclinaison des éléments techniques qui sont proposés aujourd'hui, charge à chaque région d'inviter les acteurs locaux, les apiculteurs, toutes les personnes, en fait, à même les collectivités, donc à même de porter le message et puis, en fait, d'initier cette dynamique concertée. Donc, il y a déjà des dates qui se prennent, un certain nombre de régions qui sont dans les tuyaux. Et tout ça est conduit, parce qu'au moins on a une certitude en 2024, c'est que le printemps va arriver. Et tout ça donc est conduit autant que faire se peut, le plus vite possible, pour que le piégeage de printemps soit engagé. Donc ça, on est dans les starting blocks, et les webinaires régionaux vont commencer très vite finalement. Ça, c'est un point. Après, sur les supports de communication, j'ai tout dit, Sophie, je n'oublie rien. Oui, en fait, les supports de communication et les différents documents techniques, parce que dans le cadre du plan national, il y a des fiches techniques, je crois que c'est Étienne qui en a parlé tout à l'heure, il y a des fiches techniques, des documents, une fiche qui serait destinée aussi aux gens qui sont volontaires pour piéger et faire remonter les informations. Donc ces documents-là seront mis à disposition rapidement sous le format qui est pour l'instant assez simple. On remettra les choses en forme le plus rapidement possible pour que ce soit un peu plus, attractif. Voilà. Mais déjà, on a les documents qui sont faits, qui pourront être mis à disposition. Et puis l'idée, c'est de travailler sur des documents de communication plus larges, on va dire, qu'on pourra vous mettre à disposition assez rapidement, on espère. Une question de jour, en fait. Oui. De communication. Voilà. Autrement, il est important de noter en fait que les ministères en fait sont très attentifs à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un moment important, donc tant le ministère de la Transition écologique que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et Marie-Lou est finalement à la manette pour qu'on organise très vite un moment dédié sur le frelon lors du prochain salon de l'agriculture, salon international de l'agriculture. Donc les premiers échanges sont faits, et on fera en sorte effectivement d'être tant côté détenteur, tant côté apiculteur que côté ministère, donc à la hauteur par rapport au travail qu'on conduit aujourd'hui. Donc il y aura cet événement dédié. Merci. Alors il va être l'heure de conclure. On n'a pas vu filer le temps, c'était très intéressant. Moi, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Je ne me suis pas présentée, je suis Christelle Gage, la directrice de GDS France. C'est vrai que j'en oublie de me présenter. Donc, merci à tous les intervenants. Peut-être on va laisser Thierry et Gwenelle conclure ce webinaire, si vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup à tout le monde, en tout cas, d'avoir eu autant de questions. C'était hyper intéressant. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à décliner. Je pense que vous avez des billes pour le faire. Appuyez-vous sur vos régions, sur vos OVS. Et puis voilà, puis il n'y a plus qu'à, quoi. Et allez sur le terrain. Merci.
Merci. Oui, alors je dirais encore merci pour le travail, parce que ce travail va nous en donner beaucoup, mais c'est plutôt dynamique et enthousiasmant, parce que c'est vraiment des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis la dernière notion que David a amenée tout doucement, c'est l'indépendance et l'impartialité, en fait, hein, dans la création d'un comité de pilotage. Et c'est une notion quand même qui est importante pour la confiance dans nos actions auprès de tout le monde environnemental, scientifique, les élus et tout ça. Et ça, c'est la base. Bon, c'est inutile de le rappeler ici parce que vous en êtes tous convaincus, mais quand même, c'est une notion qui est importante à toujours, comment dire, repréciser auprès de nos interlocuteurs. Et c'est quelque chose, c'est une valeur importante et qui prend corps de plus en plus autour de nous, quoi, hein. Et on n'est pas beaucoup de gens comme ça. Et ça ne veut pas dire éliminer des gens, enfin écarter, pas éliminer, c'est pas le bon mot, écarter des gens, mais que chacun soit à sa place, enfin voilà, et c'est une notion importante et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête et dans nos pratiques et dans la réalisation de nos comités, quoi. Mais en tout cas, bravo pour le travail qui est fait, c'est riche. Et c'est aussi un critère de reconnaissance d'ailleurs de l'OVS. Voilà. Complètement, complètement. Et ben merci à tous, hein, vraiment merci aussi à l'ensemble des participants, c'était très dynamique, merci à tous. Et voilà, le webinaire a été enregistré par Sophie, donc on pourra aussi le rediffuser pour un replay. Merci à tout le monde et bon week-end. Merci à tous, à très bientôt, bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.